Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme tous les 10 jours pour l'épisode court du podcast Entre deux mondes, épisode dans lequel je vous donne ma vision, ma compréhension subjective d'une thématique en lien avec la spiritualité, thématique que j'essaie d'illustrer quand c'est possible bien sûr, avec un extrait de mes séances d'hypnose transpersonnelle, autrement appelée hypnose spirituelle ou hypnose régressive. Alors dans ce type d'hypnose, le consultant, sous état d'hypnose, il va aller explorer une ou plusieurs de ses vies antérieures ou régresser dans sa vie actuelle, souvent dans son enfance d'ailleurs. Et si on va explorer tout ça, ce n'est pas dans un but touristique, c'est parce que tout simplement, on va aller explorer ce qui contient un enseignement, une résonance avec la vie actuelle du consultant. Information qu'il est important pour lui de conscientiser lors de cette séance. Ce n'est pas nous, c'est-à-dire ni le consultant ni moi-même, qui décidons de ce qu'on va aller explorer en séance, c'est la conscience supérieure du consultant ou les guides du consultant qui vont nous montrer ce qu'il est important pour lui d'intégrer. Et dans une seconde partie de séance, on va avoir l'occasion de creuser ce sujet et bien d'autres encore en échangeant directement avec la conscience supérieure ou les guides du consultant. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette pratique, rendez-vous sur ma chaîne YouTube et sur les différentes conférences que j'ai données sur des chaînes YouTube, comme par exemple On ne vous demande pas d'y croire ou Rayonnance TV, et dans lesquelles j'explique tout ça en détail. Et j'y explique notamment aussi le deuxième type de séance que je propose, séance à 3 avec un médium qui est connecté à l'énergie du consultant et qui est donc hypnotisé pour son compte, ce qui permet entre autres d'écarter toute barrière mentale qui pourrait venir perturber le consultant sous hypnose. Bref, dans ce podcast, je vous parle souvent d'énergie. Et je vous ai notamment expliqué dans l'épisode 34 que tout est énergie, même si au final, nos yeux de matière sont souvent en incapacité de percevoir cette énergie. Eh bien, aujourd'hui, je souhaite vous expliquer un peu mieux comment ça fonctionne. Alors, pour commencer, je vais vous demander de vous imaginer debout. Vous voyez votre corps physique et vous imaginez ensuite qu'autour de ce corps physique, autour de votre corps, il y a comme une sorte de bulle d'énergie qui vous entoure et qui interagit en permanence avec toute chose. Et quand je parle d'interagir, je veux dire exactement que cette énergie, elle est le reflet de tout ce que vous émanez à l'instant T, de toutes vos émotions, de toutes vos intentions, vos pensées, et finalement, ça crée une énergie qui communique avec tout ce qui vous entoure, aussi bien physiquement que subtilement. Je vous donne la représentation visuelle que moi j'utilise personnellement. Donc pour moi, cette énergie, c'est comme une sorte de vague ou de mouvement que pourraient faire des flammes autour de notre corps. Donc il y a une sorte de mouvement perpétuel, plus ou moins grand selon l'intensité de ce que vous vivez ou de ce que vous ressentez à l'instant T. Et ces vagues, elles vont être nourries finalement par tout ce qui se passe en vous et donc interagir de la même manière avec tout ce qui se passe autour de vous. Imaginons par exemple que vous recevez une bonne nouvelle. Eh bien, cette bulle d'énergie, sous forme de vague qui vous entoure, elle va prendre une forme assez imposante et elle va se diffuser autour de vous. Si à ce moment précis vous êtes dans la rue et que vous croisez des inconnus, eh bien ils vont entrer de manière subtile dans votre champ énergétique. Et cette vague de bonheur, elle va se communiquer directement à eux. Elle va leur envoyer comme une sorte de chaleur, de bien-être, une information subtile. Évidemment, j'aurais pu prendre un exemple absolument inverse. Si vous êtes en colère ou que vous êtes triste, eh bien de même manière, cela va se diffuser aux personnes qui vous entourent. Finalement, je pense que ce concept, il est relativement facile à imaginer. Mais ce qui est vraiment intéressant avec cette énergie qui est donc en perpétuel mouvement, c'est que cette manière d'interagir avec le monde extérieur, elle n'est pas limitée à l'entourage purement physique de votre enveloppe corporelle. Je m'explique. Ce transfert, ou cette communication d'énergie, elle n'est pas régie par la notion d'espace telle que nous pouvons la concevoir habituellement. Clairement, ça veut dire que si vous pensez positivement, ou négativement d'ailleurs, à une personne en particulier, que cette personne elle soit dans la même pièce que vous ou à l'autre bout du monde, eh bien, vous allez envoyer instantanément une énergie à cette autre personne. Énergie qui va donc entrer dans son champ énergétique. Et qui donc va l'affecter de manière plus ou moins efficace selon l'énergie qu'elle vibre à l'instant où elle la reçoit. De la même manière, si vous ressentez une émotion particulière, imaginons de la peur, eh bien vous allez, de par votre émotion, de par l'énergie qu'elle génère, nourrir de manière collective une énergie, ce qu'on appelle un égrégore. L'égrégore de peur en l'occurrence. Vous avez déjà peut-être entendu parler d'égrégore.
Moi, pour faire simple, je me l'imagine comme une énorme bulle d'énergie collective qui gravite au-dessus de notre planète. Et cette énergie collective, eh bien finalement, elle est la somme de toutes les énergies individuelles de peur. Et donc, elle va venir impacter directement les personnes dont la vibration, elle est compatible avec cet égrégore. Et du coup, ça fonctionne un peu en circuit fermé. Prenons un exemple, imaginons que mon histoire personnelle, elle fait que je suis sensible à un mécanisme de peur parce que c'est comme une sorte de réflexe pour moi. Et ce réflexe, il peut être issu de mon enfance, d'expériences traumatisantes qui ont été vécues dans cette vie ou dans d'autres vies, par exemple. Eh bien, plus il y a une présence d'un égrégore de peur, nourri donc par le collectif, plus ça va renforcer mon mécanisme individuel. Comme si finalement ça allait agir comme une sorte de filtre ou d'amplificateur de ma réalité. Les événements qui vont se présenter à moi, ils vont activer cette peur, et donc mon réflexe, il va être amplifié. Et c'est exactement ce que nous avons vécu durant ces dernières années avec cette fameuse pandémie. Cette pandémie, elle a nourri un immense égrégore de peur qui a renforcé le terrain déjà fertile du mécanisme individuel de millions de personnes. Évidemment, comme toujours, ça peut aussi fonctionner de manière inverse. Si par exemple vous avez déjà fait l'expérience de retraites spirituelles collectives, dans lesquelles l'atmosphère était hyper bienveillante, hyper chaleureuse, eh bien vous avez sûrement ressenti à quel point collectivement cette énergie elle pouvait vous nourrir individuellement. Parce que ce qui se passe concrètement, c'est qu'il se forme une sorte d'énergie collective, de mini-égrégore d'amour, de respect, de bienveillance, qui est la somme de toutes les énergies collectives du groupe et qui vient donc alimenter chaque énergie individuelle. Alors je vous ai dit juste avant que cette notion de circulation, d'échange d'énergie, elle n'est pas régie par l'espace. Eh bien je vous annonce qu'elle n'est pas non plus régie par la notion de temps. Et quand je vous dis ça, je pense notamment à nos chers défunts. Concrètement, ça veut dire que quand vous pensez à vos défunts, quand vous êtes dans une émotion de tendresse, d'amour vis-à-vis d'eux, ou même de colère par exemple, eh bien cette énergie c'est comme un message qu'ils vont immédiatement percevoir et qui va également les nourrir dans leur cheminement. Parfois, en séance d'hypnose transpersonnelle, on est amené à aller explorer ce qu'on appelle les blocages liés au transgénérationnel. Concrètement, ça veut dire que dans votre arbre généalogique, vous avez des aïeux qui ont vécu des expériences, qui ont subi des traumatismes, et ces expériences, ces traumatismes, ils ont généré une mémoire qui va perdurer, parce que c'est elle-même une énergie qui s'est donc propagée de génération en génération, jusqu'à probablement pouvoir vous atteindre, vous et votre descendance. Petite parenthèse, rappelez-vous que vous avez vous-même, en tant qu'âme, choisi ce contexte familial et donc choisi d'hériter de ce patrimoine. Parce que d'une manière ou d'une autre, ce patrimoine il vous aide aussi à travailler sur ce que vous avez choisi d'expérimenter dans votre incarnation. Je referme la parenthèse. Cette mémoire transgénérationnelle, on va essayer de l'identifier le plus précisément possible en séance et demander s'il est juste de s'en libérer. Si c'est le cas, ça veut dire que l'apprentissage en lien avec cette mémoire, il a été réalisé. Et donc, dans ce cas, on va demander aux énergies qui nous accompagnent durant une séance de nous aider à couper le lien énergétique entre cette mémoire et le consultant et les générations futures. Ce qui est assez particulier, c'est que souvent, en revisitant quelque part cette mémoire, on donne l'occasion aux protagonistes, donc les fameux aïeux en question, de pouvoir également s'en libérer, de pouvoir nous passer les messages ou nous témoigner de leur traumatisme. Parce que finalement, n'oubliez pas que quand vous mourrez, donc quand vous vous détachez de votre corps physique, eh bien, ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous détacher de tous vos traumatismes. Donc, le temps n'existant pas, en libérant le consultant de cette mémoire transgénérationnelle, on va pouvoir aussi libérer tous les protagonistes de l'arbre généalogique. Et c'est un extrait de séance avec Medium, en l'occurrence avec Gérald Bretenoux, que je vais vous diffuser et dans lequel on va justement libérer le consultant et les aïeux du consultant d'une mémoire transgénérationnelle. Qu'est-ce qu'on te dit par rapport à son enfance? C'est une colère du papa là, qui comme il n'accepte pas le départ. Je sais pas, j'entends le mot événement, un événement, comme s'il se sentait responsable, que sa maman soit partie. Mais ce qui me vient là, c'est comme si elle portait tout, heu elle portait tout. Il y en avait marre. Je suis pas entendu, je suis pas entendu, j'en ai marre, je suis pas entendu, j'en ai marre, je suis pas entendu, j'en ai marre, je veux partir.
Et, et ce que je vois, c'est que petit là, il avait demandé quelque chose et c'est comme si c'était la demande de trop, alors qu'il est simplement enfant et il a demandé quelque chose quoi. Enfin quelque chose, un jouet, un câlin. Et non, non, non. Et là je vois comme si elle partait comme ça. Non, non, non. D'accord. Et je vois claquer la porte et je vois le papa qui est mais en colère intérieure, hein. Sentiment d'abandon de sa femme. On n'abandonne pas son mari. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Normalement, elle doit m'écouter. Elle doit m'écouter. Elle doit faire ce qu'il y a à la maison. Et c'est comme si elle portait tout. Il y a eu un ras-le-bol en fait, et elle est partie. Parce qu'apparemment, il y avait enfin, je sais pas, il y avait des choses cachées dans le couple, enfin les parents. Et D'accord. comme si le papa faisait subir, enfin alors le mari, on va dire, mais le mari des parents, je parle, hein. Mmh. Le mari faisait subir des choses à sa femme et c'était non, 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 il écoutait pas et il y avait comme une volonté de tais-toi et fais ce que je te dis. Donc ça aussi, ça participe au fait qu'elle soit partie, c'est ça? Ouais, ouais, surtout ça, c'est pas responsable du tout. Et ça confronte l'énergie du papa, du mari là, à lui-même là, et avec ses colères à lui, il y a quelque chose en lui là qui est: «Il faut qu'on m'obéisse, faut qu'on m'obéisse». Ouais, c'est ce que j'ai, hein. Ce père, il est maintenant décédé. Est-ce qu'on peut savoir si il est serein? Il est pas serein du tout. C'est en lien avec ces colères là. C'est-à-dire que dans son état, désincarné, parce qu'il est décédé il y a plus de 10 ans maintenant, enfin il y a 10 ans, hem, enfin il est toujours quelque part, habité de ses colères? Oui. Et ce qui serait bien, c'est de l'accompagner à se libérer de ça. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'il est toujours habité de ses colères? Mais c'est quand c'est dans son système de croyance, je sais pas, il y a quelque chose qui a été transmis du père et ainsi de suite et un homme, c'est le chef de la famille et c'est le chef de la famille et la famille, elle écoute. Mmh. Écoute le chef. D'accord. En rapport à l'autorité, c'est ça? C'est ça et mais même si c'est tyrannique, Donc dans l'état désincarné dans lequel il est actuellement, il est toujours dans cette croyance, ça veut dire que malgré les 10 ans qui se sont écoulés, il n'y a pas eu de cheminement ou il y a eu une difficulté à cheminer? mais là ça il me montre son visage là, ça y est là, ça y est, ça montre. Comme s'il sortait d'une coque de noirceur là. Enfin, je vois comme s'il était dans une coque de désolation là, enfin une coque noire, une coque, dure, hein, comme une coque de noix là et je vois un monde de désolation là et là, ça y est, voilà et le monde de désolation, c'est tout le côté, tyrannique, du moins ce qu'il faisait subir. Ça enfin, l'univers est en train parce que là, il est sorti de la coque, d'accord? Je vois un être lumineux sorti de la coque de noix là. Et il voit ce monde de désolation et l'univers est en train de lui montrer, mais la métaphore, c'est le monde tyrannique, c'est ça. Et là, on lui offre l'occasion de s'alléger et de remonter de plan. Il y a le faisceau lumineux qui est là, la porte. Il y a un grand faisceau lumineux que je connais bien là. Il y a des couleurs un peu arc-en-ciel, mais je respire. Je respire enfin. Je suis désolé d'avoir fait vivre l'enfer. Merci de me donner l'opportunité de me racheter.